Bienvenue dans le canal Psy. Je suis Daniela Mouha, psychologue clinicienne. Ici, on parle des mécanismes qui nous gouvernent, de ce qu'on répète malgré nous et de la possibilité toujours de s'en libérer. Aujourd'hui, on va parler de ces héritages invisibles quand on a appris à se taire, à s'adapter, à confondre amour et effacement. Quand on croit encore que pour être aimé, il faut disparaître un peu. Et on va comprendre ensemble pourquoi se libérer, ce n'est pas trahir sa famille, mais leur rendre justice. Dans certaines familles, l'amour n'a pas été libre, il a été conditionné. Il fallait obéir, tenir, ne pas déranger. Ces familles ont souvent traversé des guerres, des pertes, des humiliations. Elles ont survécu plutôt, mais parfois au prix d'une anesthésie émotionnelle profonde. Et l'enfant qui grandit là-dedans apprend une chose. Pour garder le lien, il faut se contenir. Alors il s'adapte. Il devient sage, calme, conciliant. Il sent ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas montrer. Et à force, il perd le contact avec ce qu'il ressent vraiment. Ce n'est pas de la timidité, c'est une inhibition émotionnelle et cognitive. Le cerveau choisit le silence pour éviter le danger. Quand un enfant vit dans la peur du jugement et du conflit, son système nerveux reste en alerte. L'amygdale, qui est une structure cérébrale qui détecte la menace, s'active très vite. Et le cortex préfrontal, la zone du raisonnement, du langage et de la créativité, se met en retrait. Le résultat, la pensée ralentit, l'enfant sait mais n'arrive plus à formuler. Il veut répondre mais les mots se bloquent. C'est ce qu'on appelle l'inhibition cognitive. Le cerveau court-circuite la pensée pour éviter la douleur. Chez l'enfant, cela va se manifester par notamment une difficulté à trouver ses mots, un sentiment d'être bête, une lenteur à apprendre alors qu'il comprend tout, des silences prolongés, des crises d'angoisse avant de parler en public, par exemple, ou encore des maux physiques avant l'école. L'école, pour cet enfant-là, va devenir un théâtre du jugement. Chaque échec sera vécu comme une menace d'amour perdu. Chez l'adulte, ces mêmes mécanismes persistent. Blocage à l'oral, autocensure, incapacité à défendre ses idées, dépendance à l'approbation ou fatigue chronique liée à une suradaptation et à une impossibilité de prendre soin de soi. Parfois, cette inhibition est si ancienne qu'elle donne l'impression d'un manque d'intelligence, alors qu'en réalité, c'est une intelligence contenue, bridée par la peur. Sur le plan psychique, cette adaptation devient un mode relationnel. On apprend à plaire avant de comprendre ce qu'on veut. On devine les besoins des autres mieux que les siens. On s'efface pour éviter le conflit. Et puis un jour, tout sature. Le corps dit stop, parfois sous forme d'épuisement, de crise d'angoisse, de perte de sens, de dépression. Ce n'est pas un effondrement qui vient là pour rien, c'est souvent le signe que le psychisme veut enfin respirer. Donc c'est comme un cri au secours. Ce qui rend la libération difficile, c'est souvent la culpabilité. On a peur que s'affirmer, ce soit renier sa famille ou faire du mal à ceux qui parfois ont souffert avant nous. Mais la loyauté, ce n'est pas de répéter les choses. La loyauté, c'est de continuer la chaîne et parfois de la réparer. Nos parents ont fait avec ce qu'ils avaient. S'ils ont transmis la peur, c'est souvent parce qu'ils ne connaissaient rien d'autre. Mais à un moment, devenir adulte, c'est cesser d'attendre que le passé nous donne la permission de vivre. Beaucoup vont confondre affirmation et persuasion. S'affirmer, ce n'est pas faire en sorte que l'autre comprenne. Ce n'est pas obtenir son accord. C'est poser une parole claire, sans violence, même si elle n'est pas reçue. Certaines personnes, même très proches, ne comprendront pas, parce qu'elles vivent encore selon les logiques anciennes.
Et c'est là qu'il faut apprendre à se détacher du besoin de réparation. La réparation n'a pas toujours lieu avec ceux qui nous ont blessés. Parfois, elle a lieu ailleurs, dans notre manière d'être avec nos enfants, dans notre façon d'être en lien avec nous-mêmes, dans la façon dont on se parle à soi-même, ou dans le simple fait de ne plus nous effacer. Attendre que ceux du passé valident notre évolution, c'est encore rester enfermé dans la dépendance affective. S'affirmer, c'est continuer à avancer, même sans témoin. Chez l'enfant, ces héritages se traduisent souvent par des comportements discrets. Il observe beaucoup, mais participe peu. Il a peur de déranger ou de poser des questions. Il rougit quand on lui parle. Il a tendance à se suradapter à l'école. Il réussit moins bien quand il est observé. Il somatise souvent, notamment avant des évaluations par exemple. Il s'excuse de tout. Ces enfants-là n'ont pas besoin qu'on les pousse. Ils ont besoin d'un cadre sécurisant où la parole est accueillie sans menace, d'un adulte qui ne les juge pas et qui ne transforme pas chaque erreur en faute morale. L'encouragement le plus thérapeutique qu'un adulte puisse donner à un enfant inhibé, ce n'est pas « tu peux le faire », c'est « tu as le droit d'essayer même si tu rates ». C'est ainsi que le cerveau apprend que l'erreur n'est plus en danger. Et chez l'adulte? Eh bien, chez l'adulte, on retrouve souvent les mêmes logiques. L'inhibition ne disparaît pas, elle change de forme. Elle devient perfectionnisme, indécision chronique, peur du jugement, dépendance à l'approbation, peur d'exprimer sa colère, difficulté à créer, à écrire, à parler de soi. Beaucoup de personnes brillantes vivent avec cette voix intérieure qui dit « tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas légitime ». Ce ne sont pas des pensées rationnelles, ce sont des traces d'un système d'alerte activé trop tôt et jamais désactivé. Eh bien, comment se libérer concrètement? Se libérer, ce n'est pas une injonction à oser plus. C'est un processus d'autorisation. D'abord, il faut reconnaître le mécanisme, observer les moments où on se censure ou où on s'excuse par réflexe, où on attend l'accord de l'autre avant d'agir. Ensuite, il faut nommer les choses, mettre des mots sur ce qu'on ressent, parce que le langage réactive le cortex préfrontal et rétablit la régulation émotionnelle. On a besoin de cette partie-là de notre cerveau, celle qui est capable d'élaborer les choses, de mettre des mots, de formaliser, pour pouvoir réguler ce qui est d'ordre plus instinctif, plus émotionnel. Pratiquer la micro-affirmation. Par exemple, il ne s'agit pas de faire des grandes révolutions, mais des petits gestes quotidiens. Dire non poliment, donner un avis, choisir un plat, refuser une demande. Le cerveau réapprend la sécurité dans le désaccord. Et puis aussi, apprendre à tolérer l'inconfort. L'autre n'a pas besoin d'être d'accord avec moi. Le silence, le désaccord, l'incompréhension, ce ne sont pas des menaces, ce sont des réalités humaines. C'est comme ça. Il faut aussi réhabiliter la colère. La colère, ce n'est pas une faute morale. C'est un signal d'injustice, de déséquilibre, et l'apprivoiser, c'est retrouver la vitalité psychique. Enfin, il faut pouvoir construire d'autres modèles relationnels. Cela peut passer par une thérapie, mais aussi par des relations d'amitié, d'amour, de travail, où le lien est fondé sur la réciprocité et pas sur la peur. Devenir adulte, ce n'est pas seulement vieillir, c'est accepter de ne plus attendre la reconnaissance de ceux qui ne peuvent pas me la donner. C'est comprendre que l'amour reçu ne sera peut-être jamais celui qu'on espérait, mais qu'il est de notre responsabilité de ne pas transmettre la même peur. C'est faire la paix sans approbation, c'est choisir la clarté plutôt que la justification, et parfois c'est aimer à distance, simplement pour préserver ce qui reste vivant. Se libérer, c'est se remettre au monde, c'est redevenir curieux, créatif, vivant.
c'est redonner de la place à la pensée, à la parole, au désir. Ce n'est pas un geste contre les autres, c'est un acte envers soi. Et c'est souvent le plus bel hommage qu'on puisse rendre à ceux qui nous ont précédés. Ne pas répéter leur chaîne, mais poursuivre leur histoire autrement. Je suis Daniela Moura, psychologue clinicienne. Merci d'avoir partagé ce moment de lucidité avec moi et souvenez-vous, se libérer, c'est parfois la forme la plus silencieuse et la plus fidèle de l'amour.